Bonjour, je me présente devant vous aujourd'hui pour vous proposer ma conférence et outils pratiques dont le thème va s'intituler « Les pervers narcissiques manipulateurs ou manipulatrices et comment sortir de leur emprise ». Mais avant tout ça, je vais me présenter à vous. Je m'appelle Nathalie Bérébi, j'ai 56 ans. Je suis kinésiologue, praticienne en libération des mémoires cellulaires, spécialisée en psychogénéalogie, c'est-à-dire en tout ce qui est héritage familial, et thérapeute psycho-énergéticienne depuis 2001 sur Gap. Mais pas que, j'ai travaillé à Manosque, à Josier, dans le Var, en collaboration avec des médecins, car je me suis spécialisée aussi dans tous les problèmes de dépression, de troubles anxio-dépressifs et depuis quelque temps sur les cas de victimes de pervers narcissiques, hommes ou femmes, que j'ai accompagnés et que j'accompagne vers le chemin de leur légende personnelle, non sans mal, je vous l'avoue, car ce n'est pas une tâche aisée. C'est parfois du corps à corps et j'ai eu envie de vous faire partager mon expérience dans ce domaine. Je ne suis pas conférencière, je suis une soignante, une artisane de lumière. J'ai analysé pendant 2 ans ce que sont les pervers narcissiques, hommes ou femmes. Je voulais m'excuser par avance de lire mes notes devant vous, mais j'ai développé, à la suite de l'histoire que je vous raconterai, une fibromyalgie et j'ai perdu la mémoire immédiate. Cela ne m'a pas empêché d'être devant vous et de sortir de l'ombre et de démarrer avec une première question. Savez-vous pourquoi on devient victime de pervers narcissiques manipulateurs, hommes ou femmes? Victimes en premier lieu de leur enfance, la plupart de ceux ou de celles qui finissent entre les griffes d'un ou d'une PN portent en eux une profonde blessure d'abandon ou autre meurtrissure reçue dans l'enfance et dont les souffrances animent encore chacun de leurs choix. Deuxièmement, la peur viscérale d'être abandonné engendre une trop grande dépendance affective. Troisièmement, ce que j'ai pu constater, c'est une addiction, une puissante drogue, où il nous est très difficile de renoncer, sinon impossible. Nous sommes pris au piège d'une monstrueuse addiction qui nous est extraordinairement toxique. Ensuite, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait un excès d'empathie. L'empathie, c'est comme la tendinite, l'inflammation des tendons, c'est-à-dire c'est un excès, une inflammation d'empathie. La victime va vouloir se mettre en position de sauveur dans l'enfance, blessure d'abandon ou de rejet par un ou deux des parents qui s'est senti rejeté ou abandonné. Le petit enfant va croire que c'est de sa faute. Je ne suis pas assez bien, donc il va y avoir une faille identitaire. On ne peut pas m'aimer. La stratégie qu'il va développer, une qualité extraordinaire, en faire trop pour obtenir l'amour des autres. Aider l'autre, le problème c'est de vouloir obtenir l'amour à tout prix d'un PM. L'altruisme, la tendance naturelle à aimer et à aider son prochain, mais d'une manière excessive. L'autodérision, la capacité à se moquer de soi-même. Le bon fond, la créativité, la curiosité, désir de comprendre, de connaître, de s'instruire. L'excès d'enthousiasme également. L'exigence de soi-même, la soif de perfection, la force de caractère, endurance à la souffrance, toujours présent dans les moments difficiles, avec une forte capacité à pardonner, la générosité, la victime de pervers narcissiques donne sans compter, ensuite la modestie, l'absence de vanité, d'orgueil, la naïveté, qu'on peut apparenter ça à l'innocence de l'enfant, l'intégrité, la loyauté, la justice, la remise en question et enfin ce que j'ai pu constater, la sensibilité, avoir une bonne aisance matérielle pour assurer pour certaines personnes le paraître du PN. D'une manière générale, les victimes ont du mal à voir toutes les qualités qu'elles ont, ces qualités d'humanité, au-delà de la moyenne. Donc ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il faut cesser de vous exclure.
Tant que la victime n'a pas fait un énorme travail sur elle-même, elle n'est pas beaucoup plus libre que le pervers narcissique en fait. C'est d'ailleurs pour cette raison que les victimes ont tendance à collectionner les partenaires plus toxiques les uns que les autres, tant qu'elles ne sont pas livrées à un profond ramonage intérieur. Au final, elles ont la sensation d'être libres et de choisir leur partenaire, mais en réalité, c'est toujours le même schéma qui se répète à l'infini. Pour ma part, j'ai coutume de dire que si je n'avais pas rencontré la personne très toxique avec laquelle j'ai fait une partie de ma vie, j'en aurais rencontré une autre. Ça aurait été une autre personne, un autre visage, une autre personnalité ou une autre histoire, mais exactement le même schéma, sombre. Moi aussi, j'avais mon petit programme intérieur qui se déroulait inconsciemment, alors que j'avais pourtant la sensation d'être libre. À l'époque, ma liberté se cantonnait à la stratégie que j'allais choisir pour dérouler un programme intérieur bien rodé. Comme pour toutes les victimes, ce programme consistait à me nier, à me soumettre pour recevoir en retour l'amour que je n'étais pas capable de m'octroyer par moi-même. La liberté s'acquiert en cheminant vers la conscience. Mais alors, quelles sont les conséquences du pervers narcissique sur la victime ? Ce qu'on a pu constater, il y a plusieurs stades. Le stade 1, c'est la confusion mentale et l'incapacité à réfléchir. Le stade 2, qui peut arriver, ça peut être la maladie, la dépression, la paranoïa, la dépersonnalisation, la violence. Comme le disait Carl Gustav Jung, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce que la victime gardera pour elle, tout ce qu'elle accumulera, mois après mois, année après année, finira par s'imprimer dans son corps sous la forme de maladies, dépression et burn-out, plus ou moins grave. Je suis intimement convaincue que rester avec un ou une pervers narcissique sur une longue période finit toujours par avoir des incidences sur le corps. Le corps jouera alors un peu un rôle d'une sonnette d'alarme, comme s'il voulait alerter la victime du danger. Réveille-toi, bon sang, fais quelque chose, ne reste pas dans cette situation. À côté de la maladie, la victime pourra également sombrer dans la paranoïa. Lorsque nous interagissons avec une personnalité qui ment comme elle respire, nous sommes comme dans des sables mouvants. Rien de ce qui paraît vrai ne l'est. Tout ce qui est affirmé avec conviction finit par s'avérer faux. Dernier élément, c'est la violence. En effet, à force de voir ses propres frontières piétinées, à force de ne jamais être entendue ni respectée, la victime peut se mettre à vriller complètement et à devenir violente pour imposer le respect de sa personne. Cette violence sera purement conjoncturelle et sera liée aux nombreuses agressions endurées dans le contexte de la relation abusive. Enfin, le stade 3, le stade le plus ultime, c'est la tentative de suicide, la folie. Le stade 3 est le plus redoutable car il s'agit vraiment de la folie et de la tentative de suicide. Un pervers accompli n'aura qu'un objectif, faire sombrer sa victime dans ce stade 3. Il se livrera à ce que les experts appellent l'effort pour rendre l'autre fou, en exportant sa propre folie sur sa victime. Il se tiendra à l'abri de sa propre folie. Progressivement, micro-violence psychique après micro-violence psychique, la victime finira par être sommée de devenir folle. Maintenant, je vais vous présenter mon témoignage par rapport à ce que j'ai vécu. Alors, je vais vous le livrer maintenant. C'est l'histoire d'une femme qui, comme des milliers de personnes, a été victime d'un pervers narcissique manipulateur. J'ai vécu un drame dans ma vie. On peut appeler ça, en tout cas, une effraction dans mon psychisme. J'ai été victime d'un pervers narcissique manipulateur en 2015. Au départ, une histoire, somme toute banale, une rencontre par un site de rencontre qui a donné, après un harcèlement moral de 3 mois, une histoire d'amour de 2 mois idyllique, qui s'est soldée par une maladie incurable dont je suis atteinte, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fibromyalgie. Il m'a amené à croire qu'il m'aimait, mais il n'était pas question d'amour, mais à l'époque d'une très grande dépendance affective et d'une codépendance à la souffrance. J'ai longtemps gardé sous silence cette terrible histoire pour moi, mais à travers cette conférence, j'ai décidé d'en parler pour aider ceux ou celles qui le peuvent encore à prendre leurs jambes à leur cou, à fuir définitivement avant que le malheur s'abatte.
j'ai été piégée. Ce n'était qu'une comédie parfaitement orchestrée. Il s'est servi de moi. J'ai été instrumentalisée après 2 mois de bonheur intense où pour une fois dans ma vie, j'ai véritablement fait confiance à un homme, l'élu, où j'ai enlevé toutes mes protections, mes barrières. Il m'a quittée en 48 heures froidement, sans une émotion, avec une froideur extrême, sûr de lui, en gardant un lien avec moi. Un homme qui vous humilie et vous trahit n'est pas un homme qui vous aime. À partir de cet accord que je lui ai donné, de maintenir ce lien, vu la violence du choc de la séparation, où j'étais anéantie, j'ai dit adieu à ma vie, ma joie, mon intégrité, ma dignité. J'étais aveuglée et obsédée par l'amour que je croyais porter à cet homme, dont j'ai compris après 2 ans d'un travail acharné de recherche qu'ils sont incapables de vous aimer, qui se nourrissent de vous pour remplir leur vide intérieur incontrôlable. Je suis devenue sa sauveuse, sa maîtresse, sa psy, sa tireuse de cartes, son esclave, manipulée à ses propres fins. Il s'est retourné vers son ex-copine PN, donc PN, pervers narcissique de plus haut vol que lui, qu'il avait quitté quelques mois avant par un SMS. Je vous laisse imaginer la suite. L'amour n'est pas un jeu où son cœur est le pion. En 2007, j'ai cherché à me suicider plusieurs fois, sans succès. J'ai tout perdu, j'ai vécu un véritable meurtre psychique. Il a assassiné mon âme. Je n'éprouvais plus rien, ni joie, ni amour. Il a usé de multiples stratégies pour me façonner à sa manière jusqu'à me déshumaniser. C'est ce qu'on appelle meurtre psychique ou meurtre d'âme. C'était le message que je voulais vous faire passer ce soir. J'avais cru trouver enfin l'homme de ma vie. Il en avait tous les atouts. Physique, bel homme, intelligent, surefficient mental, un lien en permanence pour les dépendants affectifs que j'étais, solution idéale à ma solitude et abandon. Mais ce lien le rassurait et le nourrissait lui. Je l'ai su bien plus tard. Je croyais que je resterais toute ma vie au creux des bras de cet homme qui m'était destiné. Un amour béni des dieux. Jamais, mais jamais, je n'aurais imaginé que cet amour, en apparence parfaitement orchestré, ait une fin. J'ai souvent eu l'impression d'avoir fait un séjour forcé dans une machine à laver, programme 1200 tours minute, essorage compris. Lors de notre séparation, la définitive, puisque ça s'est fait en plusieurs fois, il s'en est allé avec des morceaux de moi, mes espoirs et mes rêves, en me laissant cette terrible maladie, mais pleinement vivante. Comment je m'en suis sortie ? Pour dire toute la vérité, il n'y a que relativement peu de temps que je m'en suis vraiment sortie. J'ai travaillé de manière acharnée pour comprendre la manière que ces individus fonctionnent et nettoyer en moi ce qui l'attirait. Ils sont rusés, très doués, pour vous donner l'impression d'être le contraire de ce qu'ils sont réellement. Tellement doués puisqu'il est si difficile de s'en apercevoir que l'on devient victime de leur violence psychologique. N'ayez pas honte de vous, d'avoir vécu de telles histoires. Ayez le courage d'accepter que ce que vous ressentez et exprimez-le haut et fort. Car il faut être une femme ou un homme fort et courageux pour se libérer d'une relation toxique. Une expérience toxique, si on s'en sort, rend plus fort. Un narcissique abîme tout sur son passage, votre esprit, votre âme, votre cœur, votre vie entière. Comme un ouragan ou un tsunami qui s'abat sur vous. On ne sera plus jamais comme avant, une nouvelle version de soi-même, en encore mieux. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet par l'introduction que je vais vous proposer. Donc je souhaite la bienvenue aux survivants de l'abus narcissique. De tout cœur, merci de m'écouter aujourd'hui. Cette conférence, dont le thème dont je vous ai parlé est comment sortir d'emprise et les outils pratiques pour s'en libérer et sortir de l'enfer traversé ou pas encore et qui se sont donnés et qui se donnent les moyens de s'en sortir. Je dédie cette conférence à l'homme qui m'a maltraité psychologiquement pendant 4 longues années et qui m'a permis, car j'ai décidé de vivre, d'avoir l'honneur de faire cette conférence devant vous. Et je lui dis merci d'avoir traversé ma vie. L'enfer de la perversion est un sentiment que l'on ne peut avoir que si on l'a réellement vécu, traversé et dépassé. On n'est pas né avec le mode d'emploi, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, et d'être thérapeute n'immunise de rien. Car on est des humains avant tout et on a un cœur, alors qu'eux n'en ont pas. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer ce soir. Si j'ai un seul vœu à faire, c'est de donner un déclic aux personnes qui souffrent en silence et qui doutent d'être avec un ou une PN et qui sont dans l'impuissance à trouver une issue heureuse pour la vie douce et prospère qu'elles méritent. Nous allons parler ici de la posture de la force face à un pervers narcissique.
Mais pour démarrer, je vais commencer par une petite question. Selon vous, entre le Dalai Lama et Arnold Schwarzenegger, qui est le plus fort face à un manipulateur pervers? Évidemment, c'est le Dalai Lama. Et nous allons voir juste ensuite pourquoi. Pour tout vous dire, selon moi, être victime d'un pervers narcissique, c'est la meilleure école du monde pour devenir extrêmement fort et donc pour obtenir le diplôme du Dalai Lama. D'ailleurs, toutes les victimes du pervers narcissique qui ont réussi à s'en sortir devraient pouvoir recevoir ce diplôme. Parce qu'en fait, le Dalai Lama est notre seul salut face à ces personnalités. Face à un pervers, nous n'avons pas d'autre choix que celui d'être fort. Et pour être fort, il faut s'auto-centrer et renoncer à tout attachement en dehors de soi-même. S'il subsiste la moindre zone d'attachement, cela présente une faille, un levier de douleur que notre prédateur pourra activer pour parachever son œuvre de destruction sur nous. À un moment, il faut comprendre que l'alternative est très simple. Soit nous tendons vers le Dalai Lama, soit nous finissons à l'asile. Personnellement, j'ai fait mon choix. Je travaille très dur pour devenir forte, me centrer sur moi-même, m'occuper de moi-même et faire sauter tous les attachements extérieurs à moi qui me rendent vulnérable vis-à-vis de ces gens-là. Ceci étant dit, on peut à juste titre se demander en quoi le Dalai Lama incarne la force face à un pervers narcissique. La réponse à cette question est simple. En fait, le Dalai Lama possède 5 qualités clés qui le rendent indestructible face à un pervers narcissique. L'ancrage, la fermeté, le détachement, la confiance en soi, l'amour de soi. Je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui qu'est-ce qu'un pervers narcissique, manipulateur homme ou femme et les caractéristiques plus spécifiques aux femmes. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être votre ami, votre collègue, votre père, votre mère, votre conjoint, votre mari, votre femme. Ça peut être en fait n'importe qui. Un PN, quand je vous dis PN, ça veut dire pervers narcissique, n'aime personne. C'est un imposteur, il est vide. Si on pouvait comparer un pervers narcissique à quelque chose, ce serait rien. Il n'a aucune personnalité, il est incapable de s'aimer lui-même ou aimer l'autre. On pourrait le plaindre, on pourrait lui dire le pauvre petit, mais il a pris une décision, celle de faire du mal aux autres par esprit de supériorité. Il est un égocentrique qui rend l'individu incapable de ressentir de la compassion pour le mal qu'il inflige à autrui, ni à en éprouver le moindre remords, puisqu'ils se nourrissent de leur propre suffisance. Il est seul, il n'y a pas de place pour deux. Le terme narcissique provient de la légende de Narcisse dans la mythologie grecque. Né de l'union d'un dieu et d'une nymphe, Narcisse était d'une exceptionnelle beauté et tomba amoureux de lui-même en contemplant son image que lui reflétaient les eaux limpides d'une source où il était venu se désaltérer. Célèbre à travers les âges pour sa vanité, fasciné par lui-même, le mythe de Narcisse est associé à toute personne, se perchant de plein droit sur un piédestal d'où elle observe ses pairs dont elle recherche l'admiration. Il lui faut un entourage de gens qui lui vouent une adoration, sans laquelle il ou elle n'est plus rien, il domine, il s'approprie vos ressources, il s'acharne sur vous, il a besoin de sa proie pour déverser ses excréments émotionnel, il vous soumet. Le PN va prendre une personne avec beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs, avec une âme vraiment intense. Il va s'en nourrir jusqu'à ce que l'autre en face n'ait plus d'énergie. Tout pour le paraître. Le PN œuvre à se faire admirer des autres, tandis qu'il déploie par derrière un profond dédain envers ceux qui partagent sa vie privée. La grande subtilité du PN, c'est d'être invisible aux yeux des autres, qui vont dire qu'il ou qu'elle est gentil. C'est un bel homme ou une belle femme aux yeux des amis, super sympa, avec sa proie, un autre visage, ça vous parle certainement. Là où il est méconnaissable, mais ça tu ne le verras jamais à l'extérieur, car il ne le montre pas. Il ne le montre qu'à sa proie, qu'il considère comme une chose. Pour eux, nous ne sommes rien, que des objets dont ils se servent à leur fin. L'amour n'est jamais présent dans leur cœur, mais un besoin pervers de possession. De là nos profonds troubles anxieux à les côtoyer, car personne ne veut être un simple objet dans la vie d'autrui, avec le sentiment très net d'être facilement échangeable. Pour le comprendre, il faut l'avoir vécu, car ça, tu ne peux pas en parler à tout le monde. Donc, à un moment donné, tu doutes. C'est normal, tu as l'impression d'être fou, car aux yeux des autres, il ne paraît pas du tout comme ça. Et ça nous met dans un état de confusion et on ne sait plus quoi penser. Il y a un piège, une ignorance qu'il faut garder à l'esprit. Il veut nous plonger dans l'ignorance, il noie le poisson pour nous empêcher de comprendre qui il est vraiment, pour maintenir sa manipulation,
nous mener très bas et finalement nous détruire. Il est dans le déni de sa réalité, il ne peut pas se voir. Nous devons reprendre le pouvoir sur notre vie en sortant de l'ignorance et nous immuniser de ce genre de personnes qu'on peut rencontrer à n'importe quel âge. C'est en 1950 que Jean-Claude Rucanier, psychanalyste, a parlé de la perversion en premier. Dans la philosophie antique grecque et égyptienne, les PN existaient déjà selon des écrits qui datent de centaines d'années. On fonctionne à l'inverse de lui, pas imaginable pour notre esprit, lui destructeur, nous empathes. Les pervers narcissiques sont des individus faibles et leur apparence ne reflète en rien leur intériorité. Ils souffrent d'une peur secrète d'abandon, eux aussi, comme les victimes, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme les empathes. Cependant, leur manière de gérer cette peur diffère. Généralement, un empathique s'attachera davantage, tandis qu'un pervers narcissique préférera s'éloigner et orchestrer son propre abandon. Ils créeront une situation dans laquelle l'autre personne n'aura d'autre choix que de partir. Ils peuvent vous tromper ou volontairement laisser des messages reçus à la vue de tous. Ils peuvent vous mentir ouvertement, manquer de respect à votre couple ou simplement s'engager dans une nouvelle relation alors qu'ils vivent encore avec vous. C'est une manière toujours très agréable d'informer une personne que l'on n'aime plus, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment s'en aller, puisqu'ils adorent avoir de multiples ressources à leur disposition. En cas d'urgence de ravitaillement narcissique, ils arrivent souvent qu'ils gardent leur ex sous le coude, les remettent à l'ordre du jour en cas de besoin pour gentiment les remettre à leur place une fois leurs besoins satisfaits. Beaucoup d'ex occuperont une telle place pendant des années sans réaliser qu'elles prennent en fait part à une véritable tragicomédie. On croit souvent que les pervers narcissiques aiment à batifoler dans l'herbe. Entendez-vous la voix de Mary Poppins en fond à tort? Ils sont faibles, maladroits et incapables de créer une telle relation de couple. Ils sont complètement vides d'émotions humaines. Ils sont le paragon. Le paragon, c'est le plus haut degré de la lâcheté. Ils ne sont pas devenus quelqu'un d'autre comme par magie. Pour cela, il leur faudrait des années de suivi psychologique, ne serait-ce que pour commencer à prendre conscience de la douleur qu'ils ont en eux. La plupart d'entre eux seraient incapables d'affronter la violence de ce qu'ils ont fait dans le cas où déjà ils arriveraient à prendre conscience d'eux et en faire preuve d'empathie. Ils fuiraient comme si leur corps était en feu, parce que c'est la sensation qu'ils expérimenteraient, des tessons brûlants qui déchirent leur chair. Les pervers narcissiques fonctionnent à la manière d'un programme informatique, ce qui leur permet de revivre leur vie en boucle. Ils sont entraînés à rechercher la perfection au sein d'une relation et toujours ils échouent. Un cycle infini de douleur, de confusion et de vide. Le fait que l'on ne voit pas la violence au sein de la relation suivante ne signifie aucunement qu'elle ne s'exerce pas derrière les portes closes dans l'intimité. C'est faux. Ils ne connaissent rien d'autre. Idéaliser, dévaloriser, remplacer et abandonner. Oublier, recommencer. Jamais ils ne s'arrêtent. Et ne réfléchissent aux raisons pour lesquelles leur relation précédente a pris fin. Pour lesquelles leur partenaire est parti. Pour lesquelles ils continuent à suivre les mêmes schémas. Ils passent simplement à autre chose machinalement, s'assurant de recevoir leur carburant et toute l'adoration dont ils ont besoin. Alors, malgré le portrait que je vous dépeins et vous jette, rien n'est vrai. Je vais même vous confier un petit secret, ils ne sont même pas en couple avec cette personne avec qui ils sont. Ils n'étaient pas non plus en couple avec vous. Ils étaient plutôt des parasites, dont leurs victimes sont les hôtes. Ils se nourrissent d'elles jusqu'à les vider, jusqu'à ce que quelque chose de mieux ne se présente. L'une ou l'autre fera très bien l'affaire. Alors le but d'un pervers narcissique est de transformer l'humain en marionnette. Ils ont une technique bien rodée qui s'apparente à de l'hypnose, qui leur permet de distiller leur vision complètement faussée de la réalité auprès de leurs victimes. Ces dernières ont une caractéristique clé qui les attire. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la surefficience mentale qui les prédispose à la prédation. Je m'explique. C'est cette surefficience mentale qui alimente doutes, questionnements internes et incertitudes de toutes sortes. Or, c'est justement ces doutes en pagaille qui seront ensuite utilisés par les PN comme levier de manipulation. La surefficience mentale, si vous regarderez sur YouTube, personnalité zèbre, c'est des gens à haut potentiel ou surdoués, avec un profil atypique, possédant des capacités naturelles ou des fonctionnements nettement différents de la moyenne de la population dans plusieurs domaines. L'habilité, un plus fort pouvoir intellectuel, plus créatif, plus artistique, plus sportif. La surefficience mentale, ce sont des perceptions plus intenses et plus fines. Et les réactions le sont aussi.
C'est l'existence d'un potentiel souvent bien encombrant qui ne va pas nécessairement se transformer en efficacité relationnelle ni en bien-être existentiel. Trop sensible, trop fragile, trop décalé. Le PN projette sa propre folie sur sa proie. Il essaye de nous rendre dingues, de semer la confusion dans notre esprit. Ils ont pris la décision de ne pas connecter l'amour. Ils vous ont volé le bonheur, donc votre propre lumière. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à garder en vous. Ils ne changent jamais, ils ne changeront jamais. Ils ne peuvent pas. Il faut comprendre qu'ils sont dans une structure psychotique pour se protéger de leurs blessures d'abandon et traumatismes vécus à l'enfance. Tout est faux. Ils nous vendent du rêve. Au moment où c'est top, ils vous jettent et on se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et il va nous faire tout accepter. Il va vous faire croire que c'est de votre faute, qu'il fait tout pour vous. Il va se servir de toutes vos failles et lorsqu'il vous aura mis à terre, il reviendra comme un héros. Un seul mot que j'ai à vous dire aujourd'hui, fuyez. Ce sont des personnes toxiques. Tout est manipulation. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes pas coupable. C'est une renaissance que j'ai vécue en le quittant. Et je vous garantis que vous n'en mourrez pas. Nous avons en nous une étincelle de vie qu'il faut rallumer. Ça s'appelle la vie. Donc il faut vraiment que vous reteniez qu'un pervers narcissique ne change jamais de forme. Il change juste de partenaire. Donc je vais vous faire un petit mot ce soir sur les caractéristiques des femmes perverses narcissiques. C'est un petit peu différent, donc je vais vous en parler. C'est une personne, souvent les femmes, qui vont masquer leur intention et utiliser les autres sans que ceux-ci le remarquent. Donc premièrement, elle aime que vos pensées soient tournées vers elle. Elle veut de l'attention. Toutes les stratégies sont bonnes pour elle, pour cela. Elle peut utiliser de l'amour, elle peut utiliser de la peur, de l'attachement, de la colère. Deuxièmement, elle a besoin d'aide, de lui rendre des services, faire la peinture chez elle par exemple, qu'elle ne vous rendra pas en retour. Que vous lui donniez de l'argent, que vous l'aidiez à grimper dans l'échelle sociale, elle cherche un partenaire de conflit avec lequel se disputer. Elle ne supporte pas quand tout va bien, parce que ça la ramène à son propre vide. Elle a un comportement manipulateur, elle pose des questions pour attirer votre attention. Elle vous complimente pour vous rejeter ensuite. Elle crée un climat fusionnel, pour vous faire ressentir qu'elle est une personne unique, l'élu de votre cœur. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle vous rend jaloux en s'éloignant du jour au lendemain. Elle peut vous raconter ses conquêtes. Elle va vous séduire. Elle vous parle tout le temps. Elle va s'énerver, créer des scènes de dispute. Elle veut être le centre de vos pensées. Elle peut vous dévaloriser en public, des pics, pour vous faire baisser votre joie, vous remettre à votre place et parfois plus bas qu'elle. Elle vous culpabilise d'en faire plus. Elle peut bouder pour un oui ou pour un non, un comportement d'enfant gâté. Elle devient froide et distante. Cette culpabilité peut vous écraser et devenir déstabilisante. Ces femmes vont créer un ascenseur émotionnel. Lorsque vous êtes joyeux, elle vous annonce une mauvaise nouvelle. Et dès que vous vous éloignez, elle ranime à fond la flamme. Fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Elle peut prêcher le faux pour savoir le vrai, elle ment. Pour tester votre réaction, messieurs, si vous avez ces 8 points sur 10, fuyez à toute vitesse. Le pire reste à venir. Vous êtes avec un comportement de femme de type manipulatrice et vous valez mieux que ça. En tout cas, une relation où vous méritez du respect et de la considération. Comment un individu devient pervers narcissique? C'est bien entendu dans l'enfance que tout débute. Ce n'est évidemment pas une règle générale concernant l'enfance de tous les pervers narcissiques, mais dans l'ensemble, c'est très souvent un enfant auquel les parents, voire un seul des deux parents, aura voué une admiration sans borne, avec l'impression d'avoir pondu la 8e merveille du monde. De la sorte, rien ne lui sera refusé. Lui faisant même à l'occasion jouer un rôle de conseiller vis-à-vis des parents, quand ils se querellent également, voire de garde malade, si l'un des deux nécessite des soins, des tâches qu'il pense accomplir avec brio auprès du parent en question, ou parfois des deux, jamais là pour le reprendre ni le contredire. L'enfant roi. Il peut y avoir aussi un parent qui l'adule, tandis que l'autre le rabaissait continuellement. Deux ordres contraires, voire le haïssait, créant en lui une profonde discorde. Ainsi, d'un côté, il croit posséder des qualités nettement supérieures à la moyenne, et de l'autre, être un bon à rien. Ainsi, toute sa vie, il tentera de trouver la validation de ses bonnes qualités auprès d'autrui, l'histoire de s'en convaincre lui-même, une tâche malheureusement impossible à accomplir, puisque le regard des autres ne lui suffira jamais pour se donner toute la valeur et l'importance qu'il convoite.
Il lui faudra en supplément faire face à tous ceux qui se fichent éperdument de lui, lui renvoyant à l'occasion une image en totale contradiction avec ce qu'il se doit absolument de paraître, c'est-à-dire le plus beau, le plus intelligent, le plus efficace, le plus drôle, le plus riche, etc. Et ça lui fait mal, avec un ego qui en prend un méchant coup. C'est la raison pour laquelle nous voyons souvent les pervers narcissiques s'entourer de gens qui sont clairement inférieurs à eux, en rang social, en capacité intellectuelle, en vigueur physique, en charme ou en drôlerie, voire en estime de soi, surtout en estime de soi. Là, ils sont en sécurité. Tout le monde les admire, personne ne s'oppose à eux. L'enfance de celui ou de celle qui deviendra plus tard un pervers narcissique est baignée d'une atmosphère malsaine. Souvent, depuis tout petit, un objet nécessaire au bien-être d'un parent qui le couvrira de compliments. Il enregistrera chez lui un sentiment de perfection qu'il cherchera par tous les moyens possibles à conserver. D'où la propension de tout bon pervers narcissique à toujours renvoyer la faute sur les autres et à se mettre dans des colères noires ou à punir dès qu'on l'accuse de quoi que ce soit. Parce que le propre de tout pervers narcissique est l'accumulation d'une colère qui explose à la moindre remarque désobligeante ou qui active en lui un désir de vengeance ou de punition dont les insoumis feront sérieusement les frais. On pourrait penser a priori que l'estime de soi est une très belle qualité, sauf que cette qualité poussée à l'extrême chez le pervers narcissique devient une arme redoutable quand s'y ajoute de puissantes tendances à la passivité agressive. Alors là, bonjour les dégâts dont les proches sont tout naturellement les premiers à souffrir. Gare à ceux qui osent s'opposer de quelque façon qu'il soit au pervers narcissique. Une dure bataille les attend, d'où ils sortiront épuisés psychologiquement et physiquement. Car en termes d'estime de soi, la plus petite critique en ébranle les fondements, mettant en jeu leur existence même, où seul un ego gonflé à bloc règne en maître. Dégonfler cet ego, il ne reste plus rien. D'où le besoin viscéral du PN d'être le point de mire d'autrui, cherchant continuellement à ce que l'autre lui porte attention, à attirer tous les regards, à ce qu'on valide ses qualités, qu'on lui confirme toujours et encore qu'il est le plus beau, le plus intelligent, le plus drôle, bref. En réalité très vulnérable, au fin fond de lui-même. Le PN exprime inconsciemment une peur panique d'être abandonné. C'est d'ailleurs ce qui lui donne ce désir insatiable de conquête, espérant ne jamais finir seul dans un coin, dans l'ombre, oublié de tous. Incapable de nous aimer, ne s'aimant pas franchement lui-même, le pervers narcissique aime seulement qu'on l'aime. Sauf qu'à ses yeux, personne ne l'aime jamais assez. D'autant qu'il aspire généralement à être aimé, adoré, adulé, sans grand mérite personnel, juste comme ça, parce que c'est lui. Victime et PN, souvent un des deux parents, et pervers narcissiques, qui se sont construits sur le même type de faille. Mais les pervers narcissiques, eux, se sont construits avec une armure, avec un ego surdimensionné, verrouillé, où ils ont jeté la clé. Et les victimes vont se mettre au service des autres. Je veux être aimé, et ce que je veux surtout, pour éviter la souffrance de l'abandon et du rejet, me mettre au service de l'autre, afin qu'il m'aime à tout prix. Je vais le sauver, car derrière, je veux récupérer son amour. 98% des hommes ou femmes pervers restent collés. Alors maintenant, je vais vous présenter comment on les décèle. Peu à peu, bon partenaire, il a fini par t'isoler complètement de tes amis, de ta famille et peut-être même de tes collègues. Car tous les proches représentent une grave menace pour ton prédateur, celle de te perdre petit à petit. Vous avez complètement été hypnotisé par sa vision étriquée de la réalité et vous êtes mis à percevoir votre entourage d'une façon complètement erronée. C'est un travail de sape. L'autre technique très prisée des PN pour te distancier de tes proches, c'est la scène du chaos. Dès qu'il apprendra que tu as vu ou parlé à tes proches, tu subiras une scène épuisante dans laquelle il activera un levier qui s'appelle le POC, POC, peur, obligation, culpabilité. Pour les victimes, les scènes sont terriblement épuisantes. Alors peu à peu, et sans s'en rendre compte, la victime évitera toute situation qui pourrait provoquer des scènes de chaos. Ainsi, en réaction à cette technique, elle finira par s'éloigner elle-même de ses proches, un peu comme une souris qui reçoit une décharge électrique lorsqu'elle s'approche du fromage. Gare à toi si tu oses briser cette interdiction, tu en subiras les conséquences très rapidement. Alors, j'ai trouvé 5 signes qui font qu'on est dans une relation toxique. Premièrement, c'est se sentir vidé. On sent qu'on est face à un vampire d'énergie. Chez les chamans, on appelle ça les voleurs d'âme. Cela se fait d'une manière constante, plus de force. Ils nous enlèvent toute notre force vitale, ils absorbent tout. Jamais faire assez bien. En fait, on fait un plat,
Il va nous dire qu'on n'a pas mis assez de sel, on n'a pas mis assez de ceci ou de cela, ou une soirée où on ne s'est pas assez habillé, on s'est habillé trop court ou trop long. Tout ce qu'on fait est toujours sujet à faire mieux. C'est une dévalorisation quotidienne. C'est un matraquage permanent qui nous indique qu'on est peut-être face à un PN. Il vous fait croire que tout est de votre faute, car vous le stressez lorsqu'il est à la maison, car c'est de votre faute s'il a de prêtres résultats sur son travail. C'est de votre faute s'il est malheureux dans son mariage. C'est sans aucun doute parce que vous êtes une épouse terrible. En bref, toutes les choses malheureuses qui lui arrivent, c'est vous et jamais lui. Il est parfait. Vous êtes débile. Fin de l'histoire. Il vous démolit. Les pervers narcissiques ont conscience de n'avoir pas grand-chose pour eux. Donc ils exercent une emprise sur leurs victimes, essayant de contrôler leur manière de penser. Parce que si vous n'arrivez pas à penser par vous-même, vous serez capable de réaliser à quel point vous méritez mieux. S'ils arrivent à vous insuffler l'idée que vous êtes moche, peut-être inutile, peut-être pathétique, peut-être stupide, vous commencerez à y croire et vous vous cramponnerez davantage à lui parce que vous pensez à tort que vous ne pouvez pas avoir mieux. Et une fois que vous vous serez persuadé de n'avoir aucune estime de vous, le pervers narcissique arrivera à vous faire croire tout ce qu'il veut. Et ce qu'il vous poussera à croire ne servira qu'une seule personne, lui-même. Et le dernier point que j'ai pu observer, c'est qu'il vous isole, il vous découragera et vous empêchera de voir vos amis parce que suspense, il pourrait peut-être avoir percé à jour son manège et vous convaincra de le quitter. S'il s'efforce de vous réparer, il ne peut pas tolérer que vos amis gâchent son dur labeur, certainement pas avec leurs conseils mal avisés. Il vous convaincra aussi que vos amis ne comprennent rien et il vous dira qu'il ne vous aime pas et que vous avez de toute façon pas besoin d'eux puisque vous avez lui. Si vous avez un de ces 5 points, je vous invite vraiment à fuir. Comment on leur fait face ? La première chose que j'ai pu observer, c'est qu'il est nécessaire de contrôler ses émotions face à un pervers narcissique. Car il va essayer d'impacter l'émotionnel de sa victime pour que vous rentriez dans les émotions de culpabilité, d'injustice, de colère, etc. Pour résister, il faut apprendre à contrôler ses émotions. Il va vous falloir de l'entraînement dur, mais pas impossible. Ne pas essayer de vous justifier, car cela ne fonctionne pas, car un PN ne peut pas changer de point de vue. Ne pas essayer de lui faire comprendre les choses, car il a une réalité tordue. Ne pas essayer de lui faire avouer ses torts pour utiliser votre énergie et vos émotions. Il est dans le déni permanent. Il va faire exprès pour vous faire rentrer dans la colère. Ne pas essayer de le faire redevenir comme avant. On a connu de bons moments et vous croyez que sa personnalité gentille va revenir. Vous allez utiliser votre énergie, culpabilité. Tant que vous croyez que vous pouvez contrôler ses propres émotions, c'est faux, un mensonge. Avez-vous déjà réussi à le faire changer ou impacter sa conscience? C'est un être au visage multiple. Il va changer de masse continuellement. Ne pas réagir face à sa provocation. Il veut vous accuser de méchant ou de méchante, alors que vous êtes gentil. Ça ne marche pas avec moi. Travailler sur l'amour de vous, l'estime que vous avez de vous-même, vous faire accompagner par une personne compétente pour combler ce trou béant émotionnel. Comme 2 pièces de puzzle, vous vous emboîtez. Vous pouvez exister sans lui, mais lui ne peut pas exister sans vous. Dès que vous devenez votre propre source d'amour et d'estime de vous, ce trou va commencer à disparaître. Vous ne serez plus dans l'attente que l'autre vous apporte de l'amour et vous serez libre. Pour sortir des griffes d'un prédateur qui a effectué un travail d'embrigadement cérébral, ce que je vous préconise, c'est de programmer un agenda secret sur une base régulière de sorties avec des amis chers, ainsi que des rendez-vous auprès de personnes ressources qui pourront vous aider sans que votre partenaire puisse le savoir, qui vous procurera de la joie et de la lumière dans votre vie. On doit mentir face à un PN pour s'en sortir, même si c'est très difficile pour la victime, qui voue une fidélité sans faille à son bourreau et ont tendance à culpabiliser dès qu'elles osent aller à l'encontre des injonctions du PN. Tout ça pour recaler et pour recabler votre cerveau avec de nouvelles croyances positives et ouvrir les yeux sur ce que vous vivez, adapté à un nouvel angle de vision. C'est vraiment ce que je vous préconise pour pouvoir sortir d'affaires. Maintenant, je vais aborder l'emprise. C'est quoi au juste ? Alors moi, ce que j'ai pu identifier et que j'ai pu constater, c'est que j'ai comparé l'emprise à un cyclone, à un tourbillon impossible à s'en extraire,
Pris au piège dans l'œil du cyclone, il y a un chemin qu'il faut suivre, jour après jour, pour trouver la sécurité en soi-même. Lâcher son bourreau est le seul et unique chemin. On parle d'ailleurs du syndrome de Stockholm, où la victime développe une sorte d'empathie dans les prises d'otages, ou contagion émotionnelle vis-à-vis des bourreaux. Poser chaque jour des petites intentions. C'est maintenant que je plombe l'ambiance. Le terme pervers narcissique, c'est le courant psychanalytique qui est le premier à en avoir parlé. Le courant comportemental et cognitif parle de manipulateur, mais c'est la même chose. Les pervers narcissiques, hommes ou femmes, choisissent une victime et s'emploient à la détruire. Ils s'arrangent pour que sous emprise, leur proie ne puisse que difficilement s'en échapper. Ce sont des personnalités redoutables, des cambrioleurs de l'âme, qui rentrent chez vous par effraction, une effraction psychique. Le PN est un malade quasi impossible à guérir. On l'appelle au niveau psychiatrique une psychose blanche. J'ai appris récemment qu'aux USA, on les appelle sociopathes ou psychopathes. Ils n'ont pas la même définition que nous, ce serait trop simple. C'est un terme très à la mode aujourd'hui, que l'on utilise à toutes les sauces, pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, une hystérique, on va dire que c'est un PN, etc., etc. Alors que c'est pas ça. Ici, on va rester précis. Pourquoi on en parle? Ce sont des personnages dont la fréquentation s'avère toxique pour la personne en face. Ça va de la petite toxicité, désagréments légers, à la grande toxicité, problèmes graves de santé, à des désordres psychiques ou physiques, jusqu'à parfois le crime parfait. Par le truchement. Le truchement, c'est l'intermédiaire du suicide de sa proie. Ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est pas moi, c'est lui qui était fragile psychologiquement. Donc c'est facile. Donc j'ai dit que je plombais l'ambiance, c'est parti. En fonction de la durée de fréquentation, quelques heures ou quelques jours, vous comprenez qu'il n'y aura pas le même impact. Quand vous l'avez épousé, ou que c'est votre patron depuis 10 ans, c'est pas la même chose, usure. Le supplice japonais, c'est la goutte qui tombe toujours au même endroit et qui rend fou. La stratégie est bien rodée, ça commence par une phase de séduction où il ne recule devant rien pour impressionner sa victime. Le pervers hypnotise, fascine, une fois sa proie sous emprise, il isole pour ne la voir rien que pour lui et éviter le conseil des proches qui lui suggéraient de s'enfuir. Difficile à ce moment-là de se défaire d'un tel prédateur. C'est très compliqué d'en sortir. Les victimes sont isolées, en état de défaillance identitaire. Elles manquent de confiance en elles. Parfois, les victimes se rendent compte que le pervers est malade et elle va vouloir l'aider en vain. Le corps peut aussi être un point d'alerte. Les victimes contractent souvent des maladies, anorexie, boulimie, eczéma, douleurs intestinales, manque de sommeil, conséquence d'un stress énorme et de douleurs morales. Le déclic vient souvent du médecin traitant qui peut alerter la victime. Plus la personnalité de la victime est enthousiaste, solaire, plus sa destruction est un challenge pour le pervers. Une violence silencieuse qui ne laisse pas de traces à l'extérieur. C'est le crime parfait. On appelle ça, en tout cas j'appelle cela, un meurtre psychologique. Il y a autant de femmes PM que d'hommes. C'est souvent les questions qu'on me pose. La femme fatale, vous avez déjà vu le film avec Greta Garbo et son gant qui déglingue des hommes sur son passage. Une seule personne PL dans une famille ou au travail peut ficher en l'air toute la famille ou l'équipe. Les femmes se repèrent moins facilement, car les hommes ont honte de l'abus qu'ils vivent, mais ils ont autant besoin que les femmes. Le PN a 2 masques superposés l'un sur l'autre. Le premier masque tombe, le masque de la séduction. Le deuxième masque, plus toxique, le masque de la normalité. Certains psychiatres le classent dans la folie qui ne se voit pas et dont les personnes normales ne comprennent pas qu'en face, on a quelqu'un qui a une pathologie lourde, d'où psychose blanche, qui n'est pas guérissable. Ce premier temps de séduction perverse, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est définitivement mensongère. En fait, c'est une imposture. Cette phase a l'art et la manière de vous donner ce que vous voulez recevoir. Elle se place dans le champ de votre désir. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. On y retourne car on veut revivre ces moments merveilleux, mais qui n'arriveront plus. Cette première phase dure un certain temps. Ensuite vient la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le ferrage, la deuxième étape. Quand la victime ne peut plus reculer sans y citer plus, à partir du moment où le ferrage est fait, on voit apparaître le vrai visage du pervers. Et là commence alors la relation toxique, la relation d'emprise, la captation commence là. On va faire, bref, car sinon on va y passer toute la nuit. La prise de pouvoir et la domination. Le pervers narcissique a soif d'avoir le pouvoir. La victime est comme décervelée. Le PN dit une chose et son contraire. La victime ne sait plus que penser.
Il trouble sa pensée, perturbe ses émotions. Il souffle le chaud et le froid. Il a une critique acerbe. En maniant la culpabilisation, faisant honte en critiquant les zones les plus sensibles et fragiles. Ils ont un talent finalement. Ils arrivent au final à faire à leur proie des choses qu'elles n'auraient pas faites d'elles-mêmes. Elles assurent leur emprise sur le caractère de leur proie. Et ensuite, on a la troisième phase qui est la déshumanisation. Image des déportés pendant la Shoah. Des gens privés de leur humanité et de leur dignité. Mais au final, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Auschwitz. L'appartement d'à côté suffit. C'est ça aussi le message que je vais vous faire passer ce soir. Puisque la déshumanisation peut s'installer de manière insidieuse. Je déshumanise l'autre, par exemple, quand je ne tiens pas compte de son désir. Exemple, tu veux aller manger où et quoi? Toujours mon désir qui triomphe. L'autre n'a pas son mot à dire. Le PN ou la PN manque d'empathie aimante. La capacité à se mettre à la place de l'autre, à percevoir le monde de l'autre à travers sa fenêtre. Le PN a pour l'autre une empathie d'objet. À partir de quelle poignée je peux l'accrocher pour lui faire face et pour lui faire faire ce que je veux lui faire faire. La dernière manœuvre, ça s'appelle l'instrumentalisation. Le fait de se servir de l'autre comme d'un instrument. On va voir l'autre à travers son plaisir personnel, un plaisir sadique. L'autre est un instrument au service de sa puissance, de son bon vouloir et de sa jouissance. On parle de lui tout le temps, même quand il n'est pas là. C'est une intrusion psychique ou physique. Il occupe vos pensées en permanence. Ce tyran vous bouffe l'esprit. Il peut pénétrer dans les lieux inappropriés, exemple dans la salle de bain, quand l'ado prend sa douche, papa ou maman qui se balade en tenue légère, etc., etc., etc. Alors la question qu'on peut se poser avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, comment on s'en sort finalement? Le pouvoir d'un tyran se fonde exclusivement sur la peur et la terreur qu'il parviennent à susciter au fond de soi. Plus cette terreur partira en fumée, plus vous reprendrez le pouvoir dans cette situation. Lorsque le tyran ne t'inspire plus rien qu'une vague forme de pitié, alors il a perdu tout son pouvoir sur toi. Ça se joue au niveau vibratoire, se libérer de la peur. À partir du moment où la peur s'est évaporée, la plupart du temps, ils vont chercher une nouvelle prise et une nouvelle proie pour pouvoir exercer leur tyrannie. Pour dire toute la vérité, il n'y a que relativement peu de temps que je m'en suis sortie. La raison, c'est que j'ai longtemps avancé aveuglément dans la noirceur, me sentant coupable de tout, probablement dès mon premier souffle. Ce qui est bien entendu un leurre, quelque chose que l'on cherche à nous faire croire, parfois depuis tout petit. Or, un enfant n'est jamais responsable de la folie de ses parents à son égard, une folie qui se poursuit ensuite toute la vie, par le choix inconscient des partenaires qui répondent aux mêmes critères abusifs et profondément malsains. Ce qui est nécessaire de comprendre là, c'est que c'est la peine que porte en lui notre enfant intérieur, notre petit enfant qui est en nous, encore tout meurtri, des abus qu'il a subis, parfois depuis sa naissance, qui nous poussent à nous engoncer dans des situations de vie très douloureuses. C'est en fait cet enfant intérieur en souffrance qui mène la danse par derrière. Ceci est même la raison pour laquelle nos difficultés, on en a tellement à quitter nos tortionnaires, car tant que la souffrance de notre enfant intérieur n'est pas guérie, il continuera à s'accrocher, comme un désespéré à ses bourreaux, espérant pouvoir enfin, un jour devenir digne de leur amour, sinon de leur respect. Tout ça, bien entendu, à notre insu. Consciente, nous savons de nos jours que les enfants, dès la naissance, se sentent instinctivement responsables du bien-être de leurs parents. Pour un enfant, tout est toujours de sa faute. Et si par malheur il n'est pas choyé, cajolé, dorloté, au final, pas aimé, son sentiment d'être coupable de la situation se poursuivra toute sa vie. Adulte, il tentera bien souvent, en vain, de trouver quelqu'un pour l'aimer et le choyer, espérant finalement parvenir à combler ses besoins d'enfant mal aimé et rejeté. Nous nous devons uniquement de choyer cet enfant intérieur en souffrance. C'est tout ce qui nous est demandé. Nous nous devons de guérir en nous notre peur panique d'abandon et de rejet. Nous nous devons d'apprendre l'amour à cet enfant que nous étions toujours lovés au fin fond de nous-mêmes et d'accepter pleinement sa rage d'avoir été maltraité. Nous nous devons de prendre en charge tous ses besoins. Alors comment on s'en sort? Ce que j'ai pu percevoir, c'est qu'Elisabeth Kubler-Ross a écrit un livre sur les 5 étapes du deuil. Et j'ai trouvé qu'elles étaient bien appropriées après une relation avec un pervers
narcissique. Ces 5 étapes sont tout à fait adaptées au contexte des relations destructrices qui se nouent avec un pervers narcissique manipulateur, psychopathe, vampire psychique, etc. C'est en étudiant de nombreux patients, donc cette dame-là, en fin de vie, c'est-à-dire des personnes qui doivent faire le deuil de leur propre existence, qu'elle a identifié ces 5 étapes de deuil qui ne sont pas rigides, ni stéréotypées. Psychiatre et psychologue américaine, pionnière de l'approche des soins palliatifs, vous pourrez regarder sur internet, qui est morte le 24 août 2004. Donc les 5 étapes du deuil après une relation avec un ou une perverse narcissique sont les suivantes. Premièrement, c'est le déni. Lorsque la victime commence à avoir suffisamment d'éléments sous le nez pour comprendre qu'elle est face à une personnalité perverse, sa première réaction sera le déni. Moi, je l'ai vécu personnellement, tout le monde me le disait, mais je n'arrivais pas à le voir. Elle ne pourra juste pas y croire et s'accrochera au bon vieux souvenir de l'époque bénie de la lune de miel. Lorsque même ses proches et ses amis tenteront de lui ouvrir les yeux, de lui montrer que la relation est une impasse et que le partenaire est malfaisant, la victime justifiera les comportements déviants de son partenaire et essaiera de lui trouver des excuses. Alors même qu'elle a toutes les preuves sous les yeux, alors même qu'elle a toutes les informations qu'il faut sur les pervers narcissiques, la victime ne sera dans un premier temps pas capable d'admettre la triste réalité. Cette période où l'on dénie la réalité alors même qu'on avance dans les prises de conscience est juste normale. Elle fait partie du processus lorsqu'on interagit avec une personnalité malfaisante. La deuxième étape, c'est la colère. Lorsque la phase de déni est passée, suite à l'ouverture de son champ de conscience, la victime peut traverser une période d'intense colère, surtout par rapport à elle-même. Elle peut éprouver de la colère envers son tortionnaire, bien sûr, mais pour tout ce qui lui a fait endurer, surtout qu'elle comprend à ce moment-là qu'il était parfaitement conscient du mal qu'il semait. Lors de cette phase, la victime pourra ressasser en boucle jusqu'à l'obsession mentale toutes les méchancetés infligées, tous les coups bas endurés, toutes les injustices subies. Très souvent, la victime peut éprouver de la colère contre elle-même, c'est ce que je vous disais. Elle pourra alors se dire des choses comme j'ai pu être idiot ou idiote, comment j'ai pu être naïve au point de croire toutes ces belles promesses. Cependant, cette phase est également extrêmement énergivore car elle pompe une énergie phénoménale auprès de la victime. La troisième phase du deuil, c'est la négociation. C'est lors de cette étape que la victime est plus susceptible de replonger en arrière. Moi, j'ai plein de patients ou de patientes qui sont retournés vers leur tortionnaire, car elles tentent alors de marchander avec la réalité. Lors de cette étape, la victime va tenter de se dire que non, que c'est pas possible, que peut-être son prédateur va changer. Il ou elle peut aussi implorer le ciel, demander jusqu'à épuisement pourquoi elle a eu à subir cela, pourquoi tant de chaos, pourquoi tant de douleur, pourquoi tant de violence, injustice ou maltraitance. Elle pourra également sombrer dans des questionnements internes épuisants. Pourquoi cette personne a agi de cette façon? Pourquoi elle est devenue perverse? Pourquoi cette personne m'a-t-elle choisi moi pour cible? Cette phase est également épuisante car elle consiste à chercher à comprendre l'incompréhensible et à marchander avec une réalité pourtant froide et implacable. La quatrième phase, c'est la dépression. Ici, la victime a bien intégré le fait qu'il n'y avait rien à marchander, rien à négocier, et que la réalité n'a rien à voir avec le conte de fées auquel elle avait réellement cru à cette époque. La victime comprend que la relation, telle qu'elle l'avait rêvée, ne se concrétisera jamais. Elle comprend également qu'elle ne pourra jamais sauver son partenaire et qu'il n'évoluera jamais. C'est l'effondrement lucide de tous ses rêves. L'affection pour son prédateur, et elle comprend alors que cet amour, qui est pourtant vivant en elle, ne pourra jamais s'épanouir et fleurira jamais, et qui se heurtera pour toujours à l'impossibilité dans cette relation. Et dans ce contexte, malheureusement, il y aura également des sensations de manque. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la puissante addiction, qui pourront être vécues comme un véritable supplice pour la victime. Ici, on est très proche des sensations éprouvées par un alcoolique qui décide de se sevrer. Un manque insoutenable accompagné d'une douleur diffuse et lancinante ressentie partout dans le corps, jusque dans la moelle des os. Et la dernière phase, enfin, l'acceptation. Après avoir traversé toutes les étapes précédentes, la victime peut accéder à l'étape beaucoup plus douce et tranquille de l'acceptation. Attention cependant, on ne peut pas accéder à l'acceptation tout de suite. C'est à l'heure de le croire. Nous sommes des êtres humains et à ce titre, nous devons passer par différentes étapes douloureuses avant d'atteindre la paix. Lorsque nous traversons les étapes décrites précédemment, nous sommes sur le bon chemin, le chemin de l'acceptation qui est une profonde délivrance. Mais nous ne pouvons pas prendre de raccourcis. Ça, il faut vraiment que vous le mettiez dans votre tête. Nous ne pouvons pas échapper à la colère, à la négociation, passer d'une phase à l'autre et à la phase dépressive. Ce sont des phases et des étapes naturelles et saines. Par contre, j'aimerais préciser ici un point important. En fait, l'acceptation n'est pas de dire « j'accepte la prédation ».
j'accepte le prédateur, j'accepte qu'on me maltraite, je suis en paix avec ça. Non, c'est accepter qu'il y a eu une forme d'inacceptable parce que l'aimant attire la ferraille et que c'est la victime qui attire son bourreau. Ça, c'est très important d'en prendre conscience aujourd'hui. Alors, comment on se reconstruit? Il y a 7 clés que j'ai pu identifier. La première, c'est décider de couper avec le passé. Par tous les moyens à votre convenance, voir un thérapeute, voilà. 2, apprendre à vous aimer, devant le miroir par exemple. Aujourd'hui, je vais apprendre à m'aimer, plus chaque jour. Sortir de la dévalorisation à travers l'amour qu'on se porte. Réaliser que les rêves qu'on n'a pas pu réaliser, car il estimait que c'était de la merde et qu'il vous a coupé dans votre élan, les rêves que vous aviez avant cette relation, commencer à aimer sa vie. Vivre selon ses valeurs profondes. Retrouver son système de valeurs et les appliquer au quotidien, en fonction des choix qui s'offrent à nous. Reprendre le pouvoir sur sa vie, se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Est-ce la liberté, la loyauté, l'amour? Les identifier puis s'en servir au quotidien. 5e, prendre soin de son corps, notre corps nous porte, c'est notre temple. Quand on prend soin de son corps, on prend soin de sa vie. Baisse d'énergie, mauvais état de santé, prise de poids, qui peuvent être des conséquences. Se recréer un cercle social. Sortir avec des amis, se rapprocher de votre famille, recréer des liens puissants. Trouver des moyens de sortir, de rencontrer du monde. Sites de rencontres comme OVS par exemple. 7e, se pardonner à soi en premier et sortir de la culpabilité, c'est primordial. Car vous avez fait du mieux que vous pouviez, avec ce que vous étiez. Se pardonner de lui avoir autorisé à massacrer votre vie. Car n'oubliez pas, vous étiez avec un expert en manipulation, qui vous a mis ou mise sur un piédestal. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, ça aussi ça fait partie de la vie. Accepter, c'est inacceptable, puisque l'impossible fait partie de la réalité. Des outils pratiques, parce que bon, je suis donc thérapeute, et voilà ce que je propose depuis quelques années maintenant à mes patients, donc je vous le propose. Le programme quantique que vous êtes sur le point donc de débuter vous aidera à guérir de tous les dommages que vous avez subis depuis votre arrivée sur Terre et même au-delà. Si on tient compte de l'impact de la vie de nos ancêtres dont la mémoire est toujours vivante en nous. Il ne faut pas oublier que nous prenons la mémoire de 6 générations au niveau des femmes, de tous les traumatismes hérités qui n'ont pas été résolus, et pour les hommes, 7 générations. Je l'ai expliqué dans une conférence précédente. Nous portons en nous un énorme fardeau de souffrances transmises de génération en génération dont nous héritons innocemment à la naissance. Dans l'ensemble, extraordinairement douloureuse, la vie de chacun de nos ancêtres tient une place prépondérante dans notre propre vie, et certains de nos agissements peuvent leur être directement imputés. Par ailleurs, il est prouvé scientifiquement que la vie que nous menons se déroule pratiquement entièrement sous la gouverne de programmes inconscients dont nous bénéficions ou faisons les frais. Si la colère nous ronge, le chagrin, voire le désespoir, et que nous ne savons pas comment nous extirper d'une situation qui devient chaque jour de plus en plus toxique, en compagnie de quelqu'un qui se joue allègrement de nous, l'essentiel est de savoir que la dynamique existe en raison des programmes inconscients qu'il nous est possible d'effacer de notre registre d'action dans la vie. Il est donc de la plus haute importance de réaliser le pouvoir de transformation que nous avons sur ces derniers. C'est aussi simple que cela, mais il faut travailler sur soi et s'en donner les moyens. La méthode que je propose pour sortir d'emprise et se libérer des schémas destructeurs infligés par les PN est la suivante. Moi, je propose une thérapie sur 1 an qui se décompose de la manière suivante, sur 2 séances par mois, une séance d'énergétique par mois pour décristalliser les mémoires erronées que l'on porte depuis l'instant de notre conception, ainsi que les stratagèmes de martyrs et de persécution hérités des schémas ancestraux, un rééquilibrage énergétique des chakras également, une séance de kinésiologie et thérapie de l'antériorité pour se libérer de la dépendance affective, guérir ce petit enfant qui souffre en nous, car il n'a pas été pris en compte, et l'obligation de souffrir dans la relation amoureuse. L'amour interdit et impossible, trouver sa place, reprendre confiance en soi et en la vie, se remettre dans une énergie de réussite pour attirer dans sa vie de nouvelles circonstances favorables. On va se libérer des mémoires erronées ancestrales, reprogrammer l'inconscient, qui à notre insu représente 96%. Nous n'avons que 4% de conscients, donc nous avons que 4%, 96%, je le répète, qui dirigent notre vie. 1 an de sa vie à se consacrer rien que pour soi, pour augmenter votre niveau de bien-être et vivre une vie inspirante. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc je voulais vous faire un petit aparté pour vous dire que quand on vit une situation avec un pervers narcissique, on peut souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique.
C'est une violence psychique reçue, puisque le pervers narcissique chauffe le psychisme et laisse une trace dans le cerveau lui-même en fonction du temps d'exposition. Alors rien n'est irréversible grâce à la neuroscience, après avoir rompu ou pris de la distance seul face à nous-mêmes. Donc il y a des techniques que moi je ne fais pas, qui sont l'EMDR, que vous pourrez trouver sur internet, qui sont très efficaces pour sortir d'emprise, et vous avez aussi des techniques qui sont aussi l'hypnose ericksonienne. Il faut accepter ce qui se passe en vous et ce que l'on vit, d'accord? Parce que ce stress post-narcissique, si vous voulez, que l'on a vécu, c'est normal. Après ce qu'on a vécu, que notre organisme réagit par la souffrance, que ça retient votre joie, vos pensées, et ce stress est un message pour vous. C'est pour ça que ça remonte. Donc il faut vraiment que vous travaillez sur tout ça, et par exemple, arriver à vous faire par exemple une affirmation positive de 10 à 20 minutes par jour. Je suis enfin libre de faire par exemple ce que je veux à haute voix 3 fois d'affilée pendant 21 jours. Par exemple, j'ai le droit d'exister en conscience. Pareil, votre esprit va réussir de plus en plus facilement à adopter un état d'esprit positif. Faites-vous accompagner, vous avez aussi des praticiens en EMDR, des sophrologues. Voilà, trouvez les personnes qui vont vous correspondre pour pouvoir retrouver votre vie en main et puis ce que vous méritez, c'est-à-dire le seul devoir qu'on ait sur Terre, c'est celui d'être heureux. Alors pour conclure, comme vous pouvez vous en douter, et par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, la meilleure solution, c'est la fuite. Fuyez, courez à toutes jambes pour vous protéger de ces individus d'une grande dangerosité. Coupez tout contact sur Facebook, par SMS, par Messenger, par téléphone. Zéro contact, comme l'alcoolique quand il va faire une cure, d'accord? 0 goutte d'alcool. Vous n'avez pas une autre option. Alors c'est sûr que si vous êtes parent et que vous avez un des deux conjoints qui est pervers narcissique, le moins de contacts téléphoniques possible, par mail, par SMS, d'accord? Et il faut vraiment que vous arriviez à poser un cadre clair et des limites, parce que sinon il arrivera toujours à re-rentrer dans votre vie, d'accord? Et toujours vous pourrir votre vie. Donc la conclusion que je peux vous faire aujourd'hui, c'est que malgré tout, si on va le faire rapidement. Si on part de nos vies antérieures et de notre place sur Terre, de notre âme, c'est qu'on a décidé malgré tout de vivre cette expérience sur Terre, d'être victime d'un pervers narcissique. Mais si vous voulez, ça veut dire que si on a pris cette décision, c'est qu'on a les moyens de s'en sortir, de trouver la force en nous et de pouvoir passer en premier, de se détacher du regard des autres, de délimiter très fermement son territoire. Voilà. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je suis là pour vous dire que rien n'est perdu, que tout est possible et qu'il faut reprendre confiance en vous, confiance en la vie et que la liberté d'un individu est corrélée à son niveau de conscience. Plus un individu a un grand niveau de conscience, plus il est libre d'avoir une vie alignée à ses aspirations véritables. Tant que le niveau de conscience est bas, nous sommes tous conditionnés par un petit programme qui régit notre vie. Et d'ailleurs, plus le niveau de conscience est bas, plus le degré de liberté d'un individu est bas. C'est pour cela que les pervers narcissiques, qui sont des individus ayant le niveau de conscience le plus bas, jouissent d'une liberté extrêmement ténue. En réalité, leur seule liberté, c'est celle de choisir les stratégies qui leur permettront de dérouler, d'accord, leur petit scénario de vie. Souvenez-vous de cela, la prochaine fois que vous croiserez le capitaine éblouissant et béni des dieux, accompagné de son incroyable, sexy, belle et talentueuse magique, la première chose qui ne lui soit jamais arrivée, parfaite copine, témoignant au monde de la chance dont ils ont joui de se rencontrer, rien de tout ça n'est réel. De la poudre aux yeux, une grande illusion destinée à vous faire croire que vous avez perdu la plus belle chose qui ne vous soit jamais arrivée. Je dénonce ces mensonges. Il y a dehors un grand amour qui vous attend. Une fois que vous aurez oublié cette plus belle chose qui ne vous soit jamais arrivée, allez-y, imaginez-le. Il est incroyable, il a de belles fesses en plus et un cœur doux. Donc ça, c'était pour rire. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous souhaite un bon rétablissement si vous êtes toujours aux prises de CPN. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez me contacter. Voilà, à bientôt.